C'est un accident nucléaire majeur et une contamination massive sur le sol européen. Et pourtant, c'est un événement presque oublié, l'accident de Palomares en 1966. Nous sommes dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Le pays vit sous la dictature de Franco et en pleine guerre froide, l'armée américaine mène des manœuvres dans la région. Le 17 janvier 1966, un bombardier et un avion ravitailleur se percutent en plein ciel. Dans les soutes du bombardier, 4 bombes H, 75 fois plus puissantes que celles d'Hiroshima, qui tombent vers le sol. 2 d'entre elles sont détruites lors de l'impact. Heureusement, pas d'explosion nucléaire, elles n'étaient pas armées, mais elles dispersent du plutonium hautement radioactif sur plus de 250 hectares autour du village de Palomares. Les États-Unis tentent de minimiser l'affaire, ils nettoient le site très rapidement, mais sommairement. Et regardez ces images étonnantes. Sous l'œil d'une vingtaine de caméras du monde entier, l'ambassadeur américain, accompagné de plusieurs ministres espagnols, se baigne à quelques kilomètres de l'impact. Les habitants et les touristes sont invités à reprendre une activité normale. Palomares est peu à peu oublié. Mais plus d'un demi-siècle après la catastrophe, 50 000 mètres cubes de terre sont contaminés au plutonium et toujours présentes dans le village. L'affaire est toujours un sujet de tension entre l'Espagne et les États-Unis. Elle continue aussi d'inquiéter les habitants. Billet retour à Palomares, c'est un reportage de Céline Schmitt et Armel Exposito. Près de 60 ans après l'accident nucléaire, Palomares en porte encore les stigmates. La zone est fracturée par des kilomètres de barbelés, signe de la présence encore aujourd'hui de 40 hectares de terre contaminée. Un rappel permanent qui rend la catastrophe impossible à oublier pour ses 2000 habitants. Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, entrez. Merci. Pedro Perales avait 14 ans le jour de l'explosion. Aujourd'hui, il nous emmène dans son ancienne école. C'est depuis cette fenêtre, en plein cours de physique-chimie, que la vie du jeune Pedro et de ses camarades a basculé. Lorsque nous avons entendu le bruit de l'explosion, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une fête locale, que c'était des pétards. Mais un camarade d'une autre classe, de cette fenêtre-là, juste à côté, a dit que c'était des avions qui avaient explosé. Tout le monde était surpris, les enseignants et les élèves couraient. Quand nous avons appris qu'il s'agissait d'un accident d'avion, nous ne savions pas ce qui allait se passer ensuite. Ce que Pedro a vu ce jour-là aurait pu rayer l'Espagne de la carte. Sur cette reconstitution, un avion de l'armée américaine percute violemment un bombardier alors qu'il tente de le ravitailler. À son bord, 4 bombes H, chacune est 70 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. 3 bombes tombent autour du village agricole de Palomares, heureusement sans se déclencher. La dernière est introuvable. Nous allons d'abord nous rendre dans la zone 2, là où est tombée la bombe numéro 2, qui a eu une fuite de plutonium, et c'est là qu'il y a actuellement le plus de contamination au plutonium. À l'époque, le jeune Pedro enfourche son vélo et tente avec un ami de rejoindre la zone de l'impact. Il y avait des restes d'avions, de fuselage et de la cargaison des appareils dans cette zone, mais aussi aux alentours, c'est-à-dire sur une superficie beaucoup plus grande que celle-ci. Actuellement, l'accès est restreint parce que selon les scientifiques et les techniciens, il reste du plutonium. Sous les yeux crédules des enfants, 3500 soldats américains sont dépêchés sur place. Au sol, ils ramassent les carcasses des avions et des 3 bombes. 2 d'entre elles sont fissurées. Pour limiter la contamination, ils arrosent les habitations quotidiennement avec de l'eau.
Les terres contaminées sont ensevelies à 30 cm de profondeur. En attendant, toujours aucune trace de la 4e bombe tombée en mer. Marta Simo est la petite fille d'une figure connue de la région, Paco, l'homme à la bombe. On appelait mon grand-père Paco, l'homme de la bombe, car le jour où les 2 avions se sont percutés et que les bombes sont tombées, c'est le pêcheur qui a retrouvé l'engin, tombé dans la mer. Ici, on se trouve au port d'Aguilas. À l'époque, mon grand-père et sa famille y avaient leurs 2 bateaux de pêche. Au moment de l'accident, les États-Unis ont fait venir tous les bateaux de la 6e flotte et les scientifiques qui avaient conçu la bombe pour la retrouver. Jusqu'à ce qu'ils acceptent enfin de se rendre à l'endroit que mon grand-père leur avait indiqué. Et c'est là qu'ils l'ont trouvée. En pleine guerre froide, la marine américaine déploie un dispositif hors norme pour retrouver la bombe. 34 navires et 4 mini-sous-marins mènent les recherches pendant 80 jours. La bombe est finalement localisée à plus de 800 mètres de profondeur et 8 km de la côte grâce à l'aide du pêcheur. En quelques semaines, il devient un héros national. Ça, ce sont toutes les coupures de presse que les journalistes internationaux envoyaient à mon grand-père dès qu'était publié quelque chose sur lui. Il a eu beaucoup de reconnaissance, mais de l'argent, non. Paco et sa famille n'ont pas reçu davantage de reconnaissance de leur propre pays, malgré les promesses du régime franquiste. C'est Franco lui-même qui lui a promis de le récompenser en lui offrant un bateau. Mais il ne l'a jamais reçu. Du côté des Américains, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de reconnaissance. Il s'est rendu plusieurs fois à l'ambassade, il a voyagé aux États-Unis et a reçu plusieurs décorations. Pour éviter d'autres injustices, Marta Simo a choisi de devenir avocate. Salut Martine, comment ça va? Très bien, et toi? On va discuter avec Marissa, elle nous attend. Elle tente d'aider Martine et sa fille Marissa. La catastrophe de Palomares a ressurgi dans leur vie il y a 15 ans. L'agriculteur est maintenant sous le coup d'une expropriation de l'État car son terrain est jugé contaminé. Salut Marissa. Papa, comment ça va? Ton père est très en colère. Martha, est-ce que tu sais quand ils vont répondre à la dernière plainte qu'on a déposée? Non, maintenant ça doit passer au juge des expropriations. C'est lui qui doit décider s'il y a lieu ou non d'engager un procès. On se sent trompé parce que cette situation dure depuis de nombreuses années, depuis 2007. D'abord, ils ont empêché mon père de travailler dans son champ. À ce moment-là, pour nous, ça a été le choc. On s'est demandé, maintenant, on fait quoi? Ensuite, ils ont loué les terres pendant des années. On s'est dit, ils vont faire quelque chose. Et maintenant, boum, on clôt le chapitre et on exproprie de manière forcée et en plus à un prix dérisoire. Après toutes les démarches qu'on a faites, après tout ce qu'ils lui ont fait subir, lui payer 1 euro le mètre carré. Tant d'années de travail pour me faire arnaquer à la fin. Ensemble, ils espèrent obtenir une compensation de 70 000 euros. C'est 4 fois plus que ce que lui propose actuellement l'État espagnol. C'était un mensonge de dire que pendant 3 ans, ils allaient examiner les terres pour éventuellement les nettoyer. Ça a duré comme ça jusqu'en 2021. C'est-à-dire qu'ils ont fait perdre absolument toute la valeur des terres de Martine avant de décider de l'exproprier en lui disant qu'il n'y a pas de retour possible. Le seul élément pris en compte pour évaluer la valeur des terres est leur état actuel. Et aujourd'hui, elles ne valent quasiment rien. Martine a tenu à nous emmener voir sa parcelle d'1,2 hectare.
Ici, j'avais 870 brebis. Ils me les ont retirées pour rien. Regardez dans quel état c'est. Le jour où ils m'ont pris mes bêtes, j'ai pleuré comme un enfant. Mes animaux. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils m'ont fait souffrir. Ça fait vraiment mal. Tout autour de lui, pourtant, d'autres agriculteurs continuent leur activité. Là-bas, il n'y a rien, et ici, ce serait contaminé. Ici, rien n'est tombé. J'ai cultivé ces terres pendant des années après que les avions soient tombés. J'ai fait pousser des endives, des tomates, des potirons, des choux, des choux-fleurs, de tout. Alors pourquoi on me parle de contamination maintenant ? Ces questions, Martín tente comme il le peut d'y répondre. Salut Martín. Salut. Comment ça va? Écoute, on en est toujours au même point. Rentre, rentre. Dans la zone, plus de 40 exploitations seront expropriées. Ici, le sujet est sur toutes les lèvres. Ce qu'ils doivent clarifier, c'est que la contamination n'est que dans la partie clôturée et qu'ailleurs, il n'y a rien. Bien sûr, il n'y a rien. S'il y a réellement quelque chose qui n'est pas bon pour les terres, alors pourquoi ils ne les nettoient pas? Ils ne laissent pas Palomares propre. En plus des agriculteurs, certains habitants sont préoccupés. Ils ignorent toujours les réels impacts de cette exposition au plutonium sur leur santé. Je sais que certaines personnes vont à Madrid. Ils leur font des analyses, mais ensuite personne ne leur donne les résultats. Ils ne disent rien. Je ne sais pas si on leur paye toujours quelque chose, mais avant on leur payait le trajet et on leur donnait de l'argent. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils le font encore. Selon l'organisme national qui mène ces études, le CIEMAT, il n'existe aucune preuve de l'existence de pathologies directement liées à la présence de plutonium à Palomares. Certains experts pointent néanmoins du doigt l'opacité de l'institution. Ils regrettent qu'aucune étude épidémiologique rigoureuse n'ait été réalisée jusqu'ici. Une poignée d'enquêteurs infatigables cherchent encore la vérité sur l'histoire de Palomares. José Herrera est l'un d'entre eux. En quelques années, il est devenu l'expert incontournable de cet accident. C'est seulement à partir de 1997, quand les États-Unis ont déclassifié leurs documents, que nous avons pu les consulter. J'ai d'ailleurs récupéré de nombreuses archives. Parce qu'ici, en Espagne, en plein XXIe siècle, la démocratie est encore déficitaire et de nombreux documents sont toujours secrets. Dans son bureau, l'ancien journaliste conserve les preuves des campagnes de désinformation orchestrées par la dictature. Ce que les titres disaient à l'époque était contraire à la réalité. Il n'y a pas de radioactivité. Il y avait de la radioactivité et beaucoup. Un autre titre, par exemple, a beaucoup été repris. Tranquillité absolue à Almeria. Bien sûr, il n'y avait aucune tranquillité. Les gens étaient très nerveux et ils avaient peur. Ils ne savaient pas ce qu'était la radioactivité, mais ils savaient que des milliers de personnes étaient mortes à Hiroshima. Ils pensaient donc qu'ils allaient mourir. Jusqu'à présent, ceci est l'unique document qui a été déclassifié de l'accident de Palomares. Le reste ultra secret. Pour eux, décontaminer la zone, c'était labourer sur 30 cm de profondeur, dans une zone agricole qui allait être à nouveau labourée plusieurs fois. Et à chaque fois que revenait l'agriculteur pour labourer, il soulevait de la terre et de la poussière, et tout le monde respirait du plutonium. Grâce à ces documents déclassifiés, l'ancien journaliste a rédigé un article de recherche, publié dans une revue spécialisée. José Herrera cite dans son étude des résultats d'analyse effectués entre 1966 et 1988, publiés par le CIEMAT.
La limite d'exposition pour une personne dans l'Union européenne est actuellement d'1 millisievert par an généré par la radioactivité artificielle. Ici, les habitants de Palomares, qui ont été les plus exposés, ont reçu à l'époque entre 150 et 200 fois plus que ce que nous devrions recevoir en un an. Une décontamination efficace, pas celle réalisée en 1966, est indispensable. Tant qu'ils ne le feront pas, le risque continuera de planer sur ses habitants. Cette année, l'administration de Joe Biden a déclaré être prête à participer au nettoyage des terres contaminées. Mais le temps presse pour les habitants de Palomares, car les élections présidentielles américaines sont prévues l'année prochaine. Et voilà pour ce reportage en Espagne, presque 60 ans après l'accident de Palomares. Un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.